Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors, si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Le lien entre santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse, de ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie, de créer même. En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société, et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère, je suis auteure et réalisatrice, et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Alors aujourd'hui nous allons rencontrer Guillaume Desjardins. Guillaume est auteur, réalisateur et il fait partie du collectif de vidéastes Les Parasites. Ils sont à l'origine de nombreux courts-métrages, notamment réalisés dans le cadre du 48 Heures Film Project. En 2019, ils ont signé la série L'Effondrement sur Canal+ Décalé. Et récemment, ils ont même fondé une école d'audiovisuel démocratique participative qui s'appelle l'Atelier 7, basée sur la liberté, l'autogestion et l'auto-formation, en toute parité. Guillaume a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge Vert Bleu, sur laquelle il fait des vidéos de conseils en réalisation à la fois technique et théorique. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans le travail de Guillaume et des Parasites, c'est que leurs créations sont toujours engagées, souvent militantes. Elles dressent les portraits politiques, sociaux, environnementaux de notre société. Et si c'est pas toujours glorieux, c'est en tout cas toujours très bien amené, de manière brillante, et ça invite à se questionner. Et c'est en travaillant avec eux sur le JTER, le Journal de la Terre, qui est un web magazine écolo, dont je salue tous les copains, que j'ai rencontré Guillaume. Et alors je suis pas du tout surprise qu'il ait accepté cette interview parce que c'est quelqu'un de très généreux et bienveillant, toujours de bons conseils. Alors je suis d'autant plus contente de partager ce moment avec vous. On s'est donné rendez-vous au bois de Vincennes, au niveau du lac Daumesnil, que je ne connais pas du tout. Mais je suis un petit peu en retard. Et du coup... Oh tiens, je vais me téléporter, tiens. Sophie ? Mais qu'est-ce que tu fais sur ma barque ? Mais qu'est-ce que tu fais sur une barque ? Oui, c'est vrai, c'est la bonne question. Je sais pas. Je t'ai vu au loin, je me suis dit, je veux pas être en retard et voilà, je vais me téléporter. Et... Ah bah bien joué. Je savais pas que ça existait déjà. Les barques ? La téléportation. Eh bah écoute, c'est parti, hein. Je chante. Il y a des poules d'eau, des canards, des paons, surtout des canards. On dirait qu'ils sont isolés du monde. On voit à peine Paris, on l'entend, mais... Ils sont dans une petite bulle là. Ouais. Ah bon, ils marchent quand même sur du béton pour accéder à l'eau.
Et d'ailleurs, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? C'est un endroit qui est particulier pour toi ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'habite pas très loin et non, je me disais, c'est trop dommage d'aller dans des bureaux ou chez moi ou d'être en intérieur. Je trouvais ça un peu triste. Et au moins, on est en mouvement, quoi. Ouais, carrément. Et on entend les animaux. Et on a l'impression un peu d'être à la campagne. D'être à la campagne, dans la nature. Exactement. Puis comme ça sort un peu du quotidien, quoi. Exactement. Ben, finalement, ça nous rapproche un peu du sud-ouest, puisque c'est aussi diffusé sur Web Radio, qu'on embrasse au passage. Ouais, je me demandais comment, quand les gens te demandent ce que tu fais, comment toi tu te présentes? Depuis peu maintenant, je me présente en tant que producteur, auteur, réalisateur. Ah, ouais. T'as une nouvelle corde à ton arc. C'est plus prendre conscience de tous les métiers que ça englobe ma pratique, quoi. C'est plus ça. Et je pense que beaucoup pourraient se définir comme ça sur Internet. Beaucoup de vidéastes, créatrices, créateurs, en fait, font tous ces métiers à la fois. Ouais. Ils se produisent et ils fabriquent, ils écrivent, donc ils se financent, et eux-mêmes qui vont chercher les financements. Donc finalement, ils sont producteurs aussi, quoi. Ouais. Et t'as toujours réalisé avec les Parasites ou ça date de quand, cette aventure? Les Parasites, ça date de 2013. Ouais. C'est le nom que j'avais donné à notre équipe de 48 heures. En gros, c'est des défis vidéo. Tu dois faire un film en 48 heures. Et on s'est dit qu'on allait être les Parasites du concours parce qu'on ne le faisait pas pour gagner. On le faisait pour s'amuser, quoi. Et au final, cette motivation a porté ses fruits dans un sens, puisque on a été récompensé, quoi. On a eu plusieurs prix du meilleur film, plusieurs 48 heures différents, et puis c'est ça qui a commencé à nourrir la chaîne au début avec les 48 heures. Trop bien. Et au fur et à mesure, on a pris en abonnés, alors que vraiment on pensait vraiment pas que nos contenus allaient performer sur Internet, parce qu'on voyait surtout des contenus humoristiques qui performaient, quoi. Ouais. Et au final, on a pris en abonnés. Après, on a eu un énorme coup de pouce. On avait atteint les 20 ou 30 000 abonnés, et puis on a eu un coup de pouce d'un vidéaste nommé Doc7 qui avait 700 000 abonnés, qui a parlé de nous. On a pris 100 000 abonnés d'un coup, et puis après ça a continué de monter. Voilà. Ah ouais. C'est à partir de ce succès-là que vous avez eu envie d'être du coup plus engagé, plus militant sur le fond de vos créations, ou d'une certaine façon c'est des sujets qui vous ont toujours... Enfin toi en tout cas, est-ce que c'est des sujets qui t'ont toujours parlé et tu t'es toujours dit je vais créer autour de ça? Non, c'est drôle, c'est que petit, j'ai l'impression de faire partie quand même d'une génération. Depuis petit, on nous dit qu'il va falloir faire attention à la vie sur Terre, à la planète, tout ça. Ouais. Et je me souviens, même petit, je m'étais dit plus tard, parce que j'étais dans une famille un peu où on t'encourageait à être entrepreneur et tout, donc je m'étais dit, plus tard je monterai une entreprise, ça s'appellera Save the World. Tu vois, j'avais écrit Save the World sur un tableau blanc à la maison. Et donc je pense que il y a de ça, on nous met ça dans le tête quand même depuis qu'on est petit. Mais après, j'avais pas fait le lien. Moi, je faisais des vidéos parce que c'était un jeu pour moi. J'avais pas du tout conscience de l'outil que j'étais en train de me créer. Mais ça, c'est venu peut-être dans un second temps pour moi, quel sens on donne à nos créations, pourquoi on crée, quel impact. En vrai, quand on a pris ces 100 000 abonnés-là, ça a tout changé dans le sens... on avait une responsabilité maintenant. C'était plus que nos amis, notre famille, les amis d'amis qui regardaient ce qu'on faisait. Ouais, là, on se disait, waouh, ça va être vu par plein de gens. On a une responsabilité dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit et tout. Donc ouais, ça change d'un coup. Tu te dis, waouh, on a un super mégaphone là. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit du coup? Qu'est-ce qu'on raconte? Et finalement, ça a pris sens après, parce que je me suis vachement intéressé à la technique, et c'est dans un second temps que l'artistique, les histoires et tout sont arrivés, et que j'ai pris conscience que en fait, la technique n'était qu'au service de ça. Et ouais, c'est là que quand je commençais à me politiser, à prendre conscience que non seulement on avait un énorme travail pour arriver à conserver la vie sur Terre, mais aussi que le monde dans lequel j'ai grandi... que j'ai cru qu'était arrivé à son apogée, c'est arrivé à son ultime évolution, c'était pas du tout le cas. Un peu à désillusion, et que c'est là où j'ai commencé, je crois, à me politiser. Et tu te sens impuissant quand tu commences à voir tous les enjeux, les énormes enjeux qui nous entourent. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais pris conscience de tout ça grâce à beaucoup de vidéos aussi sur Internet. Et du coup, je me suis dit, moi aussi je peux faire des vidéos, moi aussi je peux contribuer à diffuser des idées, à questionner, tout ça. Donc
Donc ça a fait sens à ce moment-là, quoi. Ouais. T'as ressenti quand ce besoin de raconter des histoires et de les écrire et... Tu te souviens un peu, tu sais de quand ça date? Moi, je pense que c'est vraiment les 48 heures qui m'ont... Mais pour aller à un 48 heures vidéo, faut déjà avoir une appétence. Oui, mais c'était une envie de faire des vidéos, de s'amuser entre amis. Et c'était pas tant de raconter une histoire. Mais au final, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point l'histoire était importante parce que tu l'écris, tu le tournes, tu le montes et tu le diffuses. Enfin, t'as le film fini 2 jours après, quoi. Et du coup, tu vois très vite à quel point le scénario a un impact sur le film. Enfin, il n'y a que ça, même. Ouais. Mais beaucoup de gens en école, enfin, de ce que j'ai observé, en école de ciné et moi-même, sont beaucoup focalisés sur la technique. On veut faire des belles images. Moi, j'avais envie de faire j'avais envie de créer des ambiances. Ouais. Je me rendais pas compte que l'ambiance que tu ressens dans un film, il est majoritairement dû à l'histoire. Et qu'en fait, toute la technique est là pour souligner, pour véhiculer l'histoire, mais c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas la technique qui crée l'ambiance, vraiment. L'ambiance est au service aussi de ton histoire, de ton propos, de ce que tu racontes, quoi. Bien sûr. Mm. C'est ce côté responsabilité qui, toi, t'a donné envie d'y mettre des préoccupations écologiques, politiques, sociales, etc. Ouais, c'est aussi peut-être mon envie de contribuer à créer un monde meilleur, à co-créer un monde meilleur. Ouais. Mm. Tu penses que du coup, c'est un vrai outil de sensibilisation, peut-être il y a un rôle un peu éducatif aussi. Ouais, mais en fait, plus je creuse, plus je me rends compte que tout n'est qu'histoire. Enfin, ce qui fait, de ce que j'ai compris, ce qui fait société, c'est les histoires qu'on se raconte en commun et tout. Et ce qui fait même la spécificité de l'espèce humaine. Je sais pas si d'autres espèces animales ont ça aussi, parce qu'on sait qu'il y a des espèces animales qui font aussi société quelque part. Mais on serait une des rares espèces à faire société par les histoires qu'on se raconte. Enfin, grâce au langage et tout, quoi. Et du coup, ouais, toutes nos croyances, toutes nos pratiques, notre culture, tout ça, c'est que des histoires qu'on se raconte. Et si on raconte nos histoires, on peut faire changer ça, quoi, petit à petit. Ouais. On jette depuis peu aussi une initiative portée par le Groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture qui accompagne des autrices et des auteurs sur leur long métrage ou leur série ou quoi. Et ils ont monté, ça a été porté par Antoine Leboss, qui a monté le Story Tank. L'idée, c'est un groupe de recherche entre scénaristes et chercheurs en sciences dures et sciences sociales. Et l'idée, c'est ça part du constat que clairement, on a un rôle à jouer avec les histoires qu'on raconte, que notre société, on le sait depuis longtemps maintenant, se dirige vers une impasse et que ouais, peut-être que les autrices, les auteurs ont un rôle à jouer et qu'on se serait fait coloniser un peu par Hollywood, par des méthodes qui nous viennent d'outre-Atlantique et qui ont peut-être... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on était un peu les seuls à s'autoriser à théoriser autant, à trouver des méthodes pour performer, etc. dans les histoires. Et qu'au final, à travers leurs méthodes qui ont été éditées en livres et à travers les films du coup qui empruntent ces méthodes en fait et qui sont diffusés, qui sont les films les plus diffusés dans le monde. Et du coup, même si on n'a pas lu ce genre de méthode, on va reproduire ces schémas-là inconsciemment parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir et que c'est efficace. Ouais. Et du coup, le Story Tank veut questionner ça et se dire est-ce qu'on peut pas créer d'autres outils et réfléchir à comment raconter d'autres histoires. Et puis moi aujourd'hui je me rends compte aussi un peu que c'est bien de se questionner sur les outils, sur comment raconter, mais je me rends compte que on sait déjà très bien raconter. Les théories elles fonctionnent, je veux dire des trucs très efficaces. Après en effet c'est surtout basé sur le conflit, donc on sait que sans conflit il n'y a pas d'histoire. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on observe dans les films, etc. Ouais. Et finalement en interviewant un griot sénégalais qui a été super en interview, tu te rends compte que, non, eux, dans leurs histoires, il n'y a pas forcément besoin de conflit pour attraper le spectateur, quoi. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais alors, c'est quoi le moteur de l'histoire? C'est quoi le truc qui fait que ça tient et tout? Et il dit, il peut y avoir quand même des obstacles,
Mais la façon de résoudre cet obstacle n'a pas besoin d'être dans la confrontation, dans le conflit, ou tu vois, ça peut être par les valeurs. Là, tu te dis, waouh, trop intéressant, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Bah, en fait, du coup, il te raconte une histoire pour te faire comprendre ça. Et il te raconte l'histoire je pourrais pas te la raconter, mais d'un personnage qui est confronté à des obstacles et qui résout ces obstacles à chaque fois par ses valeurs, par des choses belles, je sais pas comment dire, mais par ses principes et tout. Et en fait, ça n'empêche pas d'avoir des enjeux dans ton histoire, ça n'empêche pas d'avoir des intrigues. Enfin, c'est un peu plein de mots différents pour parler un peu de la même chose, mais pareil, le terme incident déclencheur. On dit que généralement une histoire est lancée, enfin en tout cas la grande intrigue est lancée par un incident déclencheur. Et en fait, on peut aussi avoir d'autres mots. Et je sais qu'au groupe Ouest, ils utilisent plutôt, on pourrait dire l'élément perturbateur ou alors, un trouble. Ah, ouais, c'est intéressant. Tu vois, c'est plus large encore, limite. Oui, ouais. C'est pas forcément quoi, négatif. Trouble c'est quelque chose qui vient déranger un truc établi. C'est pas forcément un incident, c'est pas forcément... Enfin, tu vois. C'est pas quelque chose qui explose, Oui, voilà. qui détruit tout. Même si c'est efficace, au cinéma, mais... Ça détruit tout. Parce qu'il y a une notion de spectacle aussi. Enfin, on vient beaucoup voir des films ou des histoires pour le spectacle, Bien sûr. Mais ça, l'histoire en question, on peut l'entendre quelque part ou c'était un intervenant que toi t'avais rencontré ? C'est sur Internet, sur YouTube, Storytank. C'est Massamba, qui s'appelle. Griot sénégalais, je pense que tu tapes Massamba Griot sénégalais ou Storytank, tu devrais trouver. Il y a une vidéo de plus d'1 heure d'interview avec lui et c'est hyper émouvant parce que c'est le rôle des griots de raconter des histoires. Et ils te racontent tout ça un peu, la transmission. Tu te rends compte que eux, ils sont très conscients que les histoires sont là pour véhiculer du savoir aussi. Et nous, on en a un peu retenu que l'idée de divertissement, de spectacle, et qu'on se rend pas compte des autres forces que ça peut avoir. Les fonctions un peu historiques des histoires. Historiques dans le sens autrefois, quoi. Le griot sénégalais disait quoi, c'était il n'y avait pas d'école, enfin la transmission de savoir se fait vraiment par les histoires qu'on raconte. Et en fait, ça qui est fort, c'est que on pourrait distinguer, ça c'est Mathieu Taponnier, justement un scénariste et monteur qu'on a interviewé au Storytank, qui disait on pourrait voir plusieurs couches à une histoire. Il y a la couche narrative, donc qu'est-ce qui fait qu'on attrape le spectateur. Il y a la couche éducationnelle, transmission. Qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on raconte, mais même des connaissances imaginaires. On te fait découvrir un monde. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est un monde imaginaire, mais n'empêche qu'on peut te faire découvrir un monde. On peut t'apprendre des choses même sur un monde imaginaire, mais on peut t'apprendre des choses aussi sur, je sais pas, les coulisses de la politique. Enfin, tu vois, on peut faire des histoires qui te racontent ça. Et puis il y aurait une troisième couche qui serait la couche lyrique, poétique. Qu'est-ce qu'on célèbre ? Qu'est-ce qu'on célèbre dans son histoire ? Et ça, j'ai trouvé, de nommer ces trois couches, je trouvais ça hyper intéressant. Et limite de se rendre compte que la première couche narrative a été un peu la seule à être autant théorisée par Hollywood. Et du coup, on s'est très bien accroché au spectateur, ça. Mais on en a oublié que c'était au service les deux autres. Et le griot sénégalais, un peu, c'est ce qu'il raconte. C'est une fois que tu as capté avec ta narration l'attention du spectateur, hop, tu lui transmets ton savoir. Et du coup, tu peux transmettre à quelqu'un comment planter une graine. Tu vois, Oui, surtout que les histoires, comme tu dis, elles sont partout, mais elles sont aussi dans la religion. C'est comme ça qu'on apprend. Médias, Oui, c'est comme ça qu'on apprend les valeurs quand t'es enfant. Mais même l'histoire de ta famille qu'on va te raconter, même à chaque fois qu'on vit quelque chose, on le raconte à quelqu'un. On peut pas lui faire vivre ce qu'on a vécu, donc on raconte, donc on va choisir des éléments, etc. Enfin, tout n'est qu'histoire, quoi. Ouais, tout n'est qu'histoire. C'est beau. Et bon, on va s'arrêter là.
Romain, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause musicale Bah ouais. avec LMLM, Doing Your Best. Useless dreams are a pain, not a purpose. Everybody try to warn us, but I'll die to give you everything you're waiting for. Silence in the room, but not in our heads. Questions and doubts drowning nonsense. We're not just waiting, we're looking for signs, doing our best. No, we're not. I'll be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. I'll be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. Broken, still young but always exhausted. Feel all willing to do nothing, but I'll wait to give you everything you're dying for. Hopeless, not in our hearts but in our heads. Questions and doubts lost to madness. We're not just dying, we're looking for help, doing our best. No, we're not. I'll be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. I'll be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime, I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. C'est ça? Je te vois inquiété. Hop là. Cette maîtrise, quoi. Ouais, franchement, t'as fait ça toute ta vie. Non, j'ai l'impression que tu connais ce lac par cœur. En fait, je fais croire que c'est la première fois pour créer un environnement exceptionnel. Ouais, voilà. Pareil, c'est une histoire que je te raconte, tu sais pas, c'est ce que j'ai vécu. C'est ça. En fait, tu me mens depuis le début. Mais d'ailleurs, ouais, avec Jérémy, on réfléchit beaucoup. Jérémy Berdard, avec qui je travaille beaucoup, on réfléchit vachement à tout ça. Et même du coup au mensonge, parce que le mensonge est un outil narratif hyper utilisé au cinéma et tout. Et finalement même dans nos sociétés, enfin même dans les histoires qui nous entourent, on est entouré de mensonges. Et du coup, moi j'ai grandi, comme je disais, je crois tout à l'heure, dans un monde que je pensais arriver à son apogée. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, quoi. Ouais. Enfin, moi c'est ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire, on est en démocratie, il y a l'Europe qui fait qu'il n'y a plus de guerre. Enfin, ça y est, on a atteint le summum de l'évolution. On a pris le meilleur, on a tout résolu et maintenant c'est bon, on a les codes pour que maintenant, ça fonctionne. Maintenant, on peut vivre et il n'y a qu'une voie, c'est le progrès. Et limite, moi, je croyais petit qu'on allait vivre éternellement avec la vitesse que la médecine évolue. Alors, peut-être certains connaîtront ça, je ne pense pas à l'éternité, mais ça sera peut-être réservé à une élite. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que j'y ai cru à ce monde beau, égalité, fraternité, machin, j'y ai cru. Et puis le jour où tu te réveilles à ça et tu te rends compte que c'est faux, bah est-ce que finalement qu'on m'ait raconté cette histoire, c'est pas ça qui fait que je continue d'y croire et de me dire que c'est possible? Oui, d'une certaine façon, ça peut t'aider à le vouloir et donc faire en sorte que ça existe un jour. Ouais, parce que si on t'a éduqué, on t'a dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est la jungle, il faut se battre dans la vie, c'est comme ça et tout. Est-ce que ça les aide à avoir envie de se battre pour un monde meilleur? Parce qu'il faut y croire avant de se battre, tu vois. Je sais pas. Du coup, de l'importance des histoires, c'est là où je veux en venir, quoi. Qu'est-ce qu'on se raconte collectivement
pour faire société et pour se dessiner ensemble un avenir plus durable, quoi. Oui, meilleur, plus beau. Ouais. Un avenir, quoi. Juste un avenir, ça serait bien déjà. Ah non, mais ça fait flipper. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ce qui fait divergence, c'est vraiment la foi en l'humanité, quoi. C'est est-ce qu'on croit que l'humanité est un tout. est mauvaise Ouais. et ne mérite pas mieux, et du coup, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de déçus de l'humain. Ouais. De par... Mais c'est ça que moi, je me dis, on est déçus de l'humain parce que les règles de notre société font que... Bien sûr. qu'on est encouragé à ne pas être dans l'entraide, à ne bien pas sûr. faire dans la compétition, quoi. Oui, ce serait considérer que l'humain est comme ça et c'est tout. Enfin, Ouais, il est c'est ça. fondamentalement Ouais, ça. mauvais, il est fondamentalement égoïste. C'est dans sa nature. Mais est-ce que vraiment il y a une nature humaine? Et c'est là où on a peut-être des histoires à aller chercher, des histoires vraies à aller chercher dans des sociétés reculées ou quoi, qui ont peut-être eu d'autres modèles. Et on va se rendre compte que limite on pourrait se dire ah mais il y a une seconde nature humaine alors, il y a des gens qui n'ont pas du tout ce trait égoïste. Ah bah ça c'est certain. de compétition, de tout ça. Je pense qu'effectivement il y a des sociétés qui effectivement n'ont pas du tout ce rapport-là ni à la nature ni à leur propre humanité. Et c'est vrai qu'on est assez mauvais pour prendre exemple sur les personnes qui font bien. On sait pas trop faire. Il y a un truc d'ego de moi je fais, on est des moi je sociétés fais bien. arrogantes. Ouais, c'est vrai. On pense qu'on a trouvé, qu'on est les meilleurs, quoi. Ouais, L'Occident et tout, on est les meilleurs. ouais. On a la médecine, on a la démocratie, on a tout ça. Et ce qui t'inspire en tant que créateur, est-ce que c'est aussi ce qui t'émeut en tant que spectateur? Ah ouais, moi je sais que maintenant j'essaye de faire les films que j'aimerais voir moi en tant que spectateur. Là j'ai besoin d'espoir et du coup j'essaye d'écrire et on essaye d'écrire parce que j'écris pas tout seul un film qui peut nous donner espoir. Ouais. Ouais. Parce qu'après l'effondrement, qui était un truc très très pessimiste quand même, très noir, même si qui posait on un assumait cadre, quoi. ça aussi, de se dire il faut qu'on se donne une claque. Parce qu'il y a aussi cette idée que les histoires qu'on se raconte, c'est des vies par procuration qu'on se donne. Et que c'est intéressant de se faire vivre des choses. C'est pour ça que c'est intéressant d'explorer le pire aussi en récit. Parce que comme ça, on l'aura vécu, on aura vu des personnages y réagir, on en tirera des leçons, nous, en tant qu'humains. C'est une façon de se projeter, en fait, dans un possible. Ouais, de voir des réactions, de voir ce que ça entraîne. Et peut-être que ça nous prépare, ouais. Donc nous, c'était un peu l'idée. On s'est dit, allez, faisons-nous vivre cette claque avant qu'elle arrive. Ouais. Comme ça, peut-être qu'on en tirera un peu des leçons. Mais c'est vrai que c'est un bon point de départ, je trouve, d'avoir envie de réaliser ce qu'on aimerait voir. Ouais. Parce que ça veut dire que ça nous manque. Bah ouais. Que ça n'existe pas et donc qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et toi, en tant que, du coup, auteur, réalisateur, producteur, est-ce que tu te dis comme militant et engagé? Bah oui. Pas partisan, engagé, ouais. Et t'es plus, du coup, militant engagé ou auteur-réalisateur? Est-ce que tu fais Pourquoi une il faut choisir? Ouais. Ah non, mais moi, j'aimerais, c'est pour ça que je raconte ça beaucoup, que beaucoup plus d'autrices-auteurs prennent conscience de leur responsabilité, de leur rôle à jouer. Parce qu'on est quand même beaucoup. Raconter des histoires dans cette société. Alors après, on est contraint aussi par les logiques économiques, par ceux qui choisissent ce qui va se faire ou pas, ce qui sera financé ou pas. Et du coup, il faut arriver à se battre aussi à l'intérieur de ça, mais ouais, de prendre conscience qu'on a une responsabilité. On n'est pas juste des femmes et hommes de spectacle. On est des philosophes. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était la réflexion que je m'étais faite, c'est quand on écrit, en fait, on passe notre temps à parler. Ouais. Et on passe notre temps à philosopher. Enfin, on a ce luxe-là d'avoir du temps, nous, pour discuter. Parler, se poser 1000 questions, prendre du recul, machin et tout. Et c'est un luxe, quoi, parce que la plupart des jobs te permettent pas de libérer autant de temps pour... Ouais. Non, mais c'est vrai. Et du coup, on a quelque part ce devoir d'essayer de transmettre, ou au moins de questionner, au moins de donner de nouvelles visions. Enfin, et il n'y en a pas une à donner, il y en a 1000, et c'est pour ça qu'on est plein, c'est bien. Et de s'instruire. Parce qu'on se rend compte aussi que
on peut se reposer sur les histoires qu'on connaît et on les répète à l'infini et c'est ce qu'on voit, quoi. Les histoires qu'on voit aujourd'hui, c'est des remakes de remakes de remakes, c'est toujours la même chose. Ouais. Et parce que ça rassure aussi. Ça rassure, on dit que ça marche, c'est efficace, ça va trouver son audience, etc. Et c'est là où je pense qu'on a un devoir aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Après, il y a des autrices et auteurs qui ont des parcours de vie et tout, qui fait qu'ils ont des histoires à raconter déjà. Et ça, c'est peut-être ceux qu'il faut écouter en priorité. Et puis ceux qui en ont jamais souffert dans leur vie, ceux qui du coup ne remettent en rien en question, ils vont avoir des histoires un peu plus vides pour moi, où ils vont juste répéter ce qu'on a déjà entendu 1000 fois, et ça va être, pour moi, ce sera inintéressant dans l'objectif qu'on est en train de décrire là. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi je considère que je fais partie de ces gens, privilégiés, épargnés, tout ça, donc... on s'est beaucoup posé la question aussi de la légitimité. Qui est légitime de parler de tel sujet ou pas. Même ça, c'est un problème. Ce mégaphone, il est accessible qu'aux privilégiés aussi. Du coup, on n'entend que les histoires de ces privilégiés. On parle de male gaze et tout, qui parle de bourgeois gaze. En fait, ce qui est véhiculé, les histoires qui sont véhiculées en masse, c'est celle de l'idéologie dominante, des privilégiés de ce monde. Et Internet a fait un peu espérer qu'on allait avoir d'autres récits, plus divers, qui viennent de tout le monde. Ouais. Finalement, on est passé d'une transmission des histoires très horizontale, où tout le monde se racontait les histoires, tout le monde se transmettait le savoir, les histoires se répétaient, c'était l'oralité qui dominait, quoi. Ouais. Et finalement, même ça a été accaparé par une élite. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les histoires qu'on se raconte, c'est la télé qu'on allume le soir, c'est Internet, c'est un nombre restreint de personnes. Est-ce que vraiment ça a existé on ne sait pas, mais moi j'en sais rien. Je suis pas historien ni anthropologue, mais est-ce que vraiment tout le monde se racontait les histoires, tout le monde se transmettait les histoires avant ? Et si oui, alors on a vraiment perdu quelque chose avec la sophistication, en fait. Ouais. Tu te rends compte que le cinéma, c'est quand même l'art le plus sophistiqué, le moins accessible au monde. Même si on a des outils qui le rendent de plus en plus accessible. Et pourtant, c'est né... pourtant, c'est hyper populaire à la base. C'est né dans les fêtes foraines. Mais pour réceptionner les histoires, oui. Ouais, mais pour les faire... Pour les écrire, qui les écrit alors ? Ouais. Ouais, ça devient un tout petit nombre de privilégiés. C'est ça. Et c'est leur récit qu'on entend en boucle en boucle. C'est et même la que... vision de la souffrance, des inégalités et tout, est donnée par ces privilégiés. Ouais. Il y a un problème là. Il nous faut d'autres histoires, quoi. Ou peut-être que le rôle de nous, créateurs privilégiés, qui avons la pellicule, justement, c'est d'aller donner la parole à ceux qui n'en ont pas, quoi. Ouais. C'est donc ça. Pas moi. Donc il faut que tu ailles ailleurs, Sophie. Salut, je vais plonger. Ciao. Je saute à l'eau. Je pense qu'on a besoin de remise en question. Ouais. On le sait, qu'on aurait besoin de tout remettre en question et de façon urgente, quoi. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de retours de gens qui regardent tes vidéos ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes attention ? Oui, je regarde les commentaires quand même. Quand on a pu faire les projections de nos courts-métrages ou de l'effondrement, c'est trop bien d'avoir... on fait quand même des films pour qu'ils soient vus. Moi, j'en ai... Justement parce qu'il y a cette conscience aussi que on a un rôle à jouer, on veut jouer un rôle dans la société, on a envie que ce soit vu par le plus grand nombre, donc on fait pas... moi, je fais pas... j'ignore pas le spectacle non plus. Et moi-même, en tant que spectateur, je veux voir du spectacle, mais je veux en effet que ça soit un moyen de m'amener à autre chose, de me faire réfléchir, de me donner des nouvelles visions, etc. Ouais. En tant que créateur, quand tu crées, qu'est-ce que ça t'apporte à toi, en tant que personne ? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est une addiction, la création, je trouve. Ouais. Plus tu crées, plus tu as envie de créer, plus tout le reste n'a plus il n'y a plus que ça qui a du sens, quoi. De créer, de construire quelque chose et tout. Je sais que c'est une vraie addiction, mais c'est un vrai plaisir et tout. Fabriquer des trucs. Mais je pense dans tous les domaines, je pense tous ceux qui bricolent, qui font du design, qui font, je sais pas, tous les métiers de création, c'est hyper satisfaisant, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un truc concret à la fin qui existe.
Et je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, quand je parle un peu autour de moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans des métiers qui n'ont pas le résultat de ce qu'ils fabriquent. Ils fabriquent pas grand-chose, ou ils manipulent des chiffres, ou... Ils participent à quelque chose, mais sans voir quoi. Ouais, sans voir le fruit de ce qu'ils font. Ou alors même, ils savent que le fruit de ce qu'ils font, ils sont pas en accord avec, et là, c'est encore plus compliqué. Mais ouais, je suis privilégié là-dedans aussi, pouvoir faire un métier qui a du sens pour moi et que j'aime. Ouais. Bah, du coup, on en vient un petit peu à cette grande question à laquelle on a déjà partiellement répondu, mais pour toi, ça sert à quoi l'art ? Est-ce que tu as l'impression que c'est un rôle particulier dans notre société ? Ah bah oui, j'ai l'impression que ça sert à prendre du recul, ça sert à se questionner, ça sert à partager nos visions, ça sert à faire société du coup. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres arts qui La musique. t'émeuvent ? Ouais. Ouais. C'est vrai que finalement, dans la vidéo et dans le cinéma, c'est plusieurs arts ensemble. Bah ouais, ça Il y englobe a tout. ça. Ouais. C'est là où je disais c'est l'art le plus sophistiqué, c'est le moyen de transmettre les histoires le plus sophistiqué, du coup le moins accessible et le plus élitiste. Ouais. Mais j'aurais envie de changer ma définition du mot art et que ce soit pas juste un truc d'élite, mais justement un truc très populaire, quoi. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est un peu galvaudé, quoi. Il y a quelque chose de très prétentieux à se dire artiste, par exemple. C'est ça aussi, ouais. Alors que ça devrait pas, on est tous, en tant qu'humains, on est tous des artistes. Ouais. Et même, c'est triste, enfin, moi, quand j'entends des gens qui me disent ah ouais, mais moi, je suis pas un artiste, ou moi, je saurais pas créer, ou enfin, mais si. Ouais, ça, je suis d'accord. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste qu'on s'autorise pas. Tout le monde a des idées, mais juste on les décrédibilise nous-mêmes, on les assassine nous-mêmes avant même qu'elles existent. Et c'est juste que certains et certaines se sentent légitimes pour les diffuser, c'est tout. Hein. Ouais. Alors qu'on peut avoir zéro technique et faire une œuvre. Oui, tout à fait. Enfin, je pense, quoi. C'est pas ça qui définit la qualité d'une œuvre pour moi. Ouais. Non, c'est vrai. C'est plutôt la vision, le propos, le machin. Alors après, en effet, d'avoir la technique peut aider à transmettre au mieux ce qu'on a envie. Et du coup, c'est une force d'être... C'est ça. Mais comme tu dis, c'est au service de l'idée et de l'histoire. De l'histoire, ouais. C'est qu'après, on devient des théoriciens et des techniciens, mais qu'à la base, on est tous artistes parce qu'on a tous des valeurs et des histoires à transmettre. Tous des choses à raconter. Ouais. C'est beau. C'est beau, hein. Si tu voulais générer un mouvement ou un changement ou quelque chose dans la vie de quelqu'un, si quelqu'un voit une de tes vidéos et décide de changer quelque chose ou de faire quelque chose, dans l'absolu, t'aimerais que ce soit quoi ? Quel mouvement tu voudrais voir ? Je pense que j'ai un peu abandonné l'idée de modifier le comportement de façon très précise, mais plus si la vision ou l'histoire qui est portée par l'œuvre fait que la spectatrice, le spectateur se questionne, c'est déjà réussi, quoi. Ouais. Après, c'est génial, par exemple, tu vois, la boucherie éthique, on a fait un documentaire, bon, je spoil, c'est un faux documentaire qui traite de la cause animale. Et suite à ça, il y a vraiment des gens, pour le coup, c'est vraiment, contrairement, on va dire, aux documentaires ou aux vidéos qui peuvent parler de la cause animale, nous, on le fait par l'absurde total. Oui. Donc c'est un peu différent. On peut attraper des gens qui n'avaient pas envie de voir un documentaire qui veut sensibiliser à la cause animale. Et on a eu des messages derrière de gens qui nous ont dit avoir changé leur comportement. On dit je suis devenu végétarien suite à votre documentaire. Et là, tu te dis ah ouais, on a un impact. Donc clairement, s'il y avait peut-être un geste, par une action, qui est une non-action du coup, puisque c'est arrêter de consommer quelque chose, qui est la plus facile des actions à faire en plus, et qui a un impact énorme à échelle individuelle, mais quand même, peut-être ça serait ça, ouais. Mais ça suffit pas, hein, évidemment. Ouais. Mais je trouve que c'est un petit geste qui pourtant a beaucoup d'impact. Carrément. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, parce que c'était vraiment trop chouette. Sophie. C'était sympa ce petit tour en barque. Mais ouais, c'est trop bien. Toujours plaisir de parler de tout ça. Bah oui. D'essayer de transmettre les réflexions qu'on a, même si elles sont pas forcément complètement abouties toutes. Ouais. Si ça peut inspirer
C'est ça. des gens. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt.